Bonjour à tous, bienvenue dans l'œil de l'Observatoire, un événement organisé par l'Observatoire Grand Est de la biodiversité. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. Bonjour Héloïse. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clara Talieu, chargée de mission à la région Grand Est, et j'ai donc le plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire de la série organisée par l'Observatoire de la biodiversité du Grand Est. Et cet événement se passe dans le cadre des Semaines de la biodiversité. C'est un webinaire qui s'inscrit dans une série d'événements que nous organisons toute cette semaine avec nos partenaires du collectif régional pour la biodiversité. Donc l'objectif de ces rendez-vous de cette semaine, c'est de partager avec vous des connaissances concrètes sur la biodiversité de nos territoires avec l'aide du coup d'experts du terrain. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, l'Observatoire est un outil de suivi et d'aide à la décision qui sert à rassembler et valoriser des données pour mieux comprendre l'état de la biodiversité dans l'ensemble de la région. Aujourd'hui, nous allons aborder un enjeu de plus en plus crucial qui est celui des espèces exotiques envahissantes. Et pour nous éclairer sur les priorités d'action à l'échelle régionale, nous avons le plaisir de recevoir Camille Gunder du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Alors, je vous informe que la présentation sera suivie d'un temps de questions de 10 minutes. Et je vous invite à poser ces questions dans l'onglet en bas à droite, l'onglet questions, qui est juste à côté de celui du chat sur lequel vous êtes en train d'écrire. Je récupérerai vos questions et à la fin de la présentation de Camille, je lui ferai remonter vos questions où je les regrouperai. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde, je vais laisser la parole du coup à notre intervenante. Camille, c'est à toi. Merci Clara. Bonjour à tous. Donc je suis Camille Gunder, donc je travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, comme l'a dit Clara. Et donc je suis ici pour vous parler généralement des espèces exotiques envahissantes, mais surtout de ce qui se passe en Grand Est et donc quelles priorités on a donné sur cette thématique-là. Alors, donc pour commencer, une définition que l'on connaît, qui est la plus utilisée sur les espèces exotiques envahissantes, c'est celle de l'UICN. Donc, une espèce exotique envahissante, c'est défini comme une espèce donc introduite, donc allochtone, qui a été toujours introduite par l'homme, donc de manière volontaire ou involontaire. Et donc son implantation et sa propagation sont des menaces pour les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences toujours négatives. Donc que ce soit des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires, ou parfois plusieurs d'entre elles. Donc, comment une espèce exotique devient envahissante? Alors, il y a tout un processus. On dit en général que une espèce sur 1000 qui est introduite devient une espèce exotique envahissante. Donc, effectivement, il faut déjà que l'espèce ait un potentiel invasif et qu'elle soit introduite aussi dans un habitat qui a capacité à être envahi. En général, les habitats qui sont bien protégés, bien conservés, sont moins à même à accueillir, en tout cas à laisser se développer ces espèces-là. Donc, une espèce est introduite, donc là on dit qu'elle traverse la barrière géographique. Ensuite, elle va s'acclimater à son nouveau milieu, donc elle traverse la barrière environnementale, et puis elle va se reproduire. Et là, on parle seulement d'espèces naturalisées. Donc elle va se développer en l'absence de prédation et avec les capacités de ces espèces-là, elle va donc se propager et avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. Et donc à ce moment-là, on parle bien d'espèces exotiques envahissantes. Hop. Donc ces impacts. Donc comme je vous le disais, ça peut être des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc c'est vraiment sur ces impacts-là que l'animation que moi j'anime et on pilote au Conservatoire d'espaces naturels, on se focalise uniquement sur ces impacts-là. Mais il y a aussi d'autres impacts, des impacts socio-économiques et des impacts sanitaires.
Donc, quand on parle d'impact biodiversité, on va parler directement de compétition avec nos espèces indigènes, de prédation, d'hybridation aussi, des risques d'hybridation avec les espèces autochtones, des transmissions de maladies, des changements de communauté végétale, altération des conditions physico-chimiques aussi des zones aquatiques, et puis perturbation des chaînes alimentaires. Enfin voilà, après la liste peut être assez longue. En impact socio-économique, on va parler par exemple de perte de production agricole, d'altération d'ouvrages ou de zones de loisirs, ou encore des impacts paysagers. Et puis les impacts sanitaires qui sont parfois les plus connus, avec les impacts qu'on connaît auprès par exemple du ragondin, du moustique tigre, ou encore des ambroisies qui sont allergisantes, ou même la berce du Caucase qui cause de graves brûlures. Donc voilà pour les impacts. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe, de la France, de la réglementation avec tout ça? Donc la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes, elle va vraiment se baser sur la réglementation européenne qui date de 2014, donc relatif à la prévention et à la gestion de leurs introductions et de leur propagation. Donc cette réglementation, elle met en place une liste d'espèces, à enjeu pour l'Europe. Et donc alors, il y a des compléments chaque année. Donc il y a une première liste en 2014, et puis il y a des compléments, enfin pas chaque année, mais en moyenne une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, on a 88 espèces, faune et flore confondues, qui sont réglementées par l'Europe à ce titre-là. Donc suite à ça, on a aussi au niveau national une stratégie qui est sortie en 2017, et puis un plan d'action aussi pour prévenir l'introduction et la propagation de ces espèces exotiques envahissantes. Donc voilà pour les vraiment très gros documents à retenir. Et puis pour revenir sur la réglementation, donc comment ça s'applique en France. Donc donc ça se traduit via le code de l'environnement, avec une liste d'espèces réglementées définies par arrêté ministériel. Donc il faut savoir que en France, on a 2 listes d'espèces avec 2 niveaux. Un niveau où on interdit l'introduction dans le milieu naturel, et un second niveau qui est plus important, et donc où les interdictions sont cumulées. Donc ça, on a interdiction de les vendre, de les acheter, mais aussi de les utiliser et même de les détenir, ou même de les transporter aussi. Donc voilà, donc ce niveau 2 est vraiment plus fort, et il faut savoir que toutes les espèces qui sont réglementées au titre de la réglementation européenne dont je vous parlais juste avant sont automatiquement classées en niveau 2 en France. Donc voilà, elles font automatiquement partie de la réglementation de niveau 2 au niveau de la France. À savoir quand même, petite spécificité, depuis quelques années, la France on a rajouté par arrêté 6 nouvelles espèces, si je me trompe pas, donc qui sont vraiment uniquement des espèces réglementées en France. Donc ce qui nous revient à un total de 94 espèces exotiques envahissantes réglementées en France, au niveau 2. Pour être tout à fait correct. Voilà, donc d'un point de vue plus scientifique, je voulais vous présenter quelques chiffres qui sont sortis de l'évaluation de l'IPBES. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît l'IPBES. C'est un rapport fait par plusieurs chercheurs au niveau mondial. C'est l'équivalent un peu du GIEC pour la biodiversité. Et donc on peut sortir plusieurs chiffres. Donc là, par exemple, 37 000 espèces exotiques établies ont été introduites par les activités humaines, donc au niveau mondial. Et donc parmi ces 37 000 espèces, on compte environ 10% qui ont des impacts négatifs bien documentés.
Alors, il est aussi établi qu'il y a un rythme d'introduction qui est estimé à 200 introductions par an à l'échelle globale, et que les espèces exotiques envahissantes sont impliquées dans 60% des extinctions globales d'espèces documentées. À savoir, donc voilà, c'est un chiffre assez impressionnant déjà. À savoir, il me semble que si on prend uniquement si on prend uniquement les espèces éteintes à cause uniquement des espèces exotiques envahissantes, on est à peu près à 16% d'extinction. Donc uniquement dû aux espèces exotiques envahissantes. Et puis au niveau des coûts, donc ce qui est très très intéressant aussi à prendre en compte, donc il est estimé là depuis 1970 que les coûts économiques mondiaux de ces espèces sont multipliés par 4 chaque décennie et ont dépassé les 390 milliards d'euros en 2019. Donc pour vous donner une idée, en France, les coûts sont estimés annuellement à entre 48 et 420 millions d'euros. Voilà. Donc ça peut être des coûts ça englobe les coûts de dommages occasionnés, mais aussi de gestion. Voilà, donc ce rapport, il permet aussi d'identifier quelques pistes d'action à l'attention des décideurs, comme la mise en œuvre de responsabilités partagées, l'établissement de stratégies nationales territoriales, le développement de mécanismes de coordination. Enfin voilà, vous regarderez en détail, mais voilà, il permet aussi d'avoir un côté un peu plus optimiste pour dire qu'il y a encore des choses à faire et des choses à mettre en place pour réguler et, et essayer de limiter en fait les impacts de ces espèces. Voilà, je vous ai mis le lien dans le diapo, vous pourrez le retrouver, sachant qu'il y a des résumés en français qui existent. Voilà, donc pour revenir à notre région Grand Est, donc là j'ai tiré ce graphique des chiffres des données de l'INPN. Donc là, on voit en fait la richesse spécifique des espèces exotiques envahissantes en région Grand Est, donc par décennie. Donc on voit que c'est en constante augmentation avec en comparaison donc l'échantillonnage qui a été utilisé. Donc on estime en métropole à 11 espèces exotiques envahissantes en plus tous les 10 ans par département. Voilà, donc ça vous donne une idée de la vitesse de ces échanges. Alors, les EE en Grand Est, pour entrer dans le vif du sujet. Donc en région Grand Est, donc l'animation a démarré en 2019 et donc suite à ça, il y a un travail sur la connaissance et donc sur la mise en place des listes qui a été réalisé. Donc aujourd'hui sont listées en Grand Est 182 espèces exotiques envahissantes, donc 100 espèces végétales et 82 espèces animales. Donc la liste d'espèces végétales a été réalisée par les conservatoires botaniques de la région Grand Est, donc Conservatoire botanique Alsace-Lorraine et CBNBP. Et celle sur la faune a été réalisée par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Alors pour vous donner quelques exemples, donc c'est des listes qui sont catégorisées. Donc voilà, on a les espèces exotiques envahissantes, mais aussi leur catégorie par rapport à leur dispersion et à l'évaluation des impacts. Donc on a par exemple des espèces qui sont classées comme émergentes, donc c'est-à-dire qui sont des forts potentiels impacts, mais qui sont pas encore répartis sur tout le territoire. Des espèces implantées, donc comme on la connaît par exemple le solidage du Canada. Des espèces qui sont en liste d'alerte. Donc ça, c'est des espèces qui sont pas encore présentes en région, mais voilà, qui sont aux frontières, disons, et donc à surveiller. Donc là, j'ai fait exprès de vous mettre l'exemple du lysicide jaune ou lysiquiton américain, qui est une espèce en fait quand la liste a été réalisée en 2020.
donc qui était classée sur cette liste d'alerte là, mais en fait 1 an après, elle a été détectée et donc maintenant on connaît 3-4 stations en région Grand Est. Donc voilà, donc elle serait déjà à reclasser en espèces émergentes. On a aussi des espèces en liste d'observation ou à préoccupation mineure, donc qui sont des espèces qui sont évaluées comme à plus faible impact, et des espèces potentiellement invasives où les impacts sont potentiellement plus forts, mais sont encore relativement peu présentes. Voilà, donc là on a par exemple le raisin d'Amérique. Pour la faune, pour vous donner quelques exemples, donc on retrouve les mêmes catégories d'espèces, hein, donc on passe pas par le même protocole, mais on a fait un travail derrière d'homogénéisation pour essayer de s'y retrouver, de parler de la même chose avec ces différentes catégories. Donc en espèces implantées, comme le raton laveur, des listes d'observation, ou la tortue de Floride. La pince bleue. Ah, ça a coupé. C'est bon, on m'entend toujours ou pas? Oui, tu es J'ai revenu, vu que c'est ça bon. a coupé. Ok, bon. Alors je continue, je pense que vous n'avez pas loupé grand-chose. Donc l'écrevisse à pince bleue, donc qui a été détectée dans l'Yonne, mais pas encore en région Grand Est. On retrouve le moustique tigre, donc qui est classé en potentiellement invasive. Donc voilà, je le rappelle, hein, ces listes sont uniquement basées sur les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc les impacts sanitaires ne sont pas pris en compte, par exemple, sur cette espèce. Et puis en espèces émergentes, donc on a quand même 31 espèces classées émergentes en Grand Est, donc comme la grenouille taureau. Alors la grenouille taureau, c'est aussi un cas un peu particulier parce que elle a été détectée en Alsace, mais aujourd'hui on la détecte plus. Donc potentiellement c'est un individu qui n'a pas survécu, voilà. Mais voilà, lors de la mise en place de cette liste, c'était bien une espèce qu'on avait détectée en région. Donc c'est forcément une thématique qui bouge beaucoup. Donc ces listes, elles sont forcément à prendre avec des pincettes, mais sont amenées à être réactualisées via l'animation. Voilà, donc tout ça, ça fait partie hein, d'un plan d'action donc qui a été rédigé et diffusé en fin d'année dernière. Donc voilà, donc comme je dis, hein, c'est un peu le fruit de la mise en place sur les 5 premières années de l'animation. Et donc, vous retrouvez le plan d'action, donc sur 10 ans, avec 42 actions qui sont ciblées, donc qui découlent hein, tout simplement de la stratégie nationale, avec un axe connaissance, un axe prévention, un axe gestion et un axe communication. Via différents objectifs. Donc voilà, à chacun de s'approprier autant qu'il le peut ces actions du plan d'action. Alors, et donc pour finir un peu sur l'animation régionale, en tout cas sa structuration. Donc voilà, c'est le conservatoire d'espaces naturels qui la pilote et donc qui l'anime en lien avec les 2 autres conservatoires d'espaces naturels. Donc on a un peu cette chance d'avoir 3 animateurs qui sont répartis par territoire. Et dont je vous présenterai juste après les référents. Donc on est en lien bien sûr, comme je disais, avec les conservatoires botaniques de la région, mais aussi les financeurs, donc la région, l'agence de l'Eau-Rhin-Meuse et l'Adrial. On travaille bien sûr également avec l'Office français pour la biodiversité, la Fédération des conservatoires, donc qui anime en fait à l'échelle plutôt nationale tous les animateurs qui sont souvent des conservatoires d'espaces naturels, donc au niveau national. Et puis la Fredon Grand Est aussi qui anime un plan d'action relatif aux ambroisies, mais aussi euh, aux espèces à enjeu sanitaire. Voilà. Et donc on est en lien notamment avec le Centre de ressources nationales, donc piloté par l'UICN et l'OFB, et les partenaires techniques locaux évidemment, surtout sur de multiples actions.
Alors voilà pour l'animation. Pour aller un peu dans le vif du sujet, c'est une des actions, on va dire, du plan d'action, mais qui permet un peu de fournir un socle à nos actions concrètes, je dirais. Euh, en fait, on a fait ce travail de connaissance sur toutes les espèces qui étaient présentes en région Grand Est, de catégorisation. Et donc l'idée, c'est d'agir le plus intelligemment possible. Et on sait aujourd'hui que pour agir efficacement sur une espèce exotique envahissante, il faut agir le plus en amont possible. Donc on s'est construit autour de cette idée et donc on a repris toutes ces espèces dites émergentes. On a fait une consultation avec les experts scientifiques et donc on a pu réaliser des priorités d'intervention euh, via cette logique-là, avec 3 priorités finales en résultat. Donc des priorités 1 où l'animation va pouvoir être prioritaire, donc voilà, va pouvoir accompagner vraiment les acteurs du territoire. Des espèces en priorité 2 où on préconise des actions de connaissance ou d'animation à une échelle plus locale. Et en priorité 3, des actions de veille. Voilà, donc c'est très très généralisé. Maintenant, voilà, on reste un peu dans le cas par cas quand même sur les espèces exotiques envahissantes, mais ça donne une idée quand même des impacts et des priorités à mener à l'échelle de la région. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans ce document-là qui est disponible sur la plateforme régionale. Alors, j'aurais pas le temps de présenter toutes ces espèces. Là, je vous ai remis juste une capture d'écran des posters. Donc, je vous présenterai après les les outils de communication, mais ça permet d'avoir une petite idée de quelques espèces émergentes, donc qui sont de priorité 1. Donc là, on a quelques espèces faune et ici quelques espèces flore. Donc, je vais quand même me permettre un focus dans la diapo suivante sur la Jussie à grande fleur, qui est un peu en top niveau, on va dire, en termes de priorité en région Grand Est. La Jussie à grande fleur, on connaît dans les autres régions les impacts qu'elle peut avoir. Et dans notre région aussi, on a maintenant une dizaine de stations. La particularité, c'est qu'il y a plus d'un an maintenant, on a découvert la Jussie en eau libre, en cours d'eau, sur la Moselle directement. Donc pour l'instant, elle était assez contenue à des plans d'eau fermés. Avec des actions de gestion quand c'est possible sur certaines stations, pardon. Mais aujourd'hui, voilà, on connaît la situation en Moselle. Là, vous avez une photo vraiment de la Moselle, de là où elle s'est installée. Donc, on travaille actuellement avec VNF pour essayer de limiter sa propagation. Mais voilà, c'est vraiment une espèce un peu phare de cette animation qu'on essaye de suivre au maximum. Voilà, alors quelques mots sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Alors on va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, ce qui est important, c'est de faire du cas par cas, vraiment en fonction de l'espèce, mais aussi en fonction de la station, et bien se poser la question si au final est-il vraiment nécessaire d'intervenir? Ce qu'on va à tout prix éviter par là, c'est les actions un peu coup de poing entre guillemets qui souvent font plus de mal que de bien en essayant d'éradiquer une station qui finalement va causer sa dispersion. Donc voilà, on prend le temps de bien vérifier l'espèce, son statut, si elle est déjà présente, voilà, sur le cours d'eau ou sur le territoire dans lequel on agit. Ces véritables impacts sur le territoire et aussi se poser la question s'il existe d'autres foyers, comment est-elle apparue. Donc avec ces premiers éléments-là, on va pouvoir avoir une idée de la nécessité d'intervention. Et donc si on décide de faire une intervention, voilà, j'ai remis, il n'y a pas de recette miracle. On commence à connaître quand même pas mal de retours d'expérience sur beaucoup d'espèces.
je vous ai remis un lien là, espècesexotiquesenvahissantes.fr, qui est le lien du Centre de ressources nationales et qui permet vraiment de concaténer beaucoup de retours d'expérience sur certaines espèces. Alors souvent c'est celles qu'on connaît le mieux, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées pour essayer de faire avancer la connaissance. Et donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est de s'informer, essayer de consulter ses retours d'expérience, connaître l'espèce sur laquelle on agit, voilà, quels sont ses moyens de reproduction par exemple, quelles sont les périodes d'intervention possibles, et puis prévoir aussi la gestion des déchets, hein, qui sont souvent un facteur de risque très important pour la dispersion de ces espèces. Voilà, je vous ai remis un petit tableau d'exemples, hein, de différentes techniques de gestion. En général, on essaye un peu de coupler plusieurs de ces techniques, mais voilà, il y a pas une seule solution possible et miraculeuse pour gérer ces espèces. Il faut surtout avoir l'idée qu'on en a probablement pour plusieurs années, et l'idée c'est vraiment de faire ce suivi-là pour faire avancer les choses. Voilà, alors quelques outils un peu plus du côté de la communication qui étaient mis en place donc par l'animation. Donc vous retrouvez les listes régionales, alors la liste fleurs et la liste faune, les flyers, donc qui reprend en fait les idées de l'animation et les principales espèces émergentes et en liste d'alerte, et puis quelques espèces un peu plus communes à avoir en tête. Donc pareil sur les posters, hein, donc il y en a un sur la faune, un sur la flore. Les fiches actions, donc on a 54 fiches actions flore qui sont disponibles. Donc on a la Jussie, on a des espèces émergentes, mais aussi les espèces que tout le monde rencontre, hein, les solidages, la renouée du Japon, la basaine de l'Himalaya. Donc voilà, on a essayé de faire des fiches assez synthétique mais quand même complète, avec la répartition, les préconisations d'action, des retours d'expérience, mais aussi des éléments sur la reconnaissance, la biologie de l'espèce. Et puis des brochures, voilà, comme là l'année dernière on a sorti un document sur la prise en compte auprès des organismes publics de ces espèces-là. Et puis des plaquettes qui peuvent être utilisées, imprimées en fonction des besoins. Donc tout ça, on le retrouve sur notre plateforme eee-grandest.fr, donc qui permet aussi et surtout d'avoir les actualités du moment. Donc on va sortir un article ou des actualités, que ce soit de la région Grand Est, mais aussi des actualités nationales, hein, des actualités réglementaires par exemple, qui peut directement vous concerner. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir. Alors on fait un rappel 3 ou 4 fois on fait une newsletter 3 ou 4 fois par an pour pour que vous puissiez avoir ces actualités. Et puis on est en train de mettre en place un atlas régional pour avoir vraiment une fiche espèce avec sa répartition, les données actualisées de ces espèces-là, et un portail documentaire. Voilà. Et pour les référents, donc comme je vous le disais, il y a un référent pour chaque territoire, donc en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Donc c'est le cas également pour les conservateurs botaniques, mais aussi pour l'OFB, hein, donc qui est organisé plutôt par département. Donc voilà. Donc comme vous avez une question, alors en tant que pilote de l'animation, hein, je peux être la porte d'entrée et vous rediriger en fonction de votre question. Mais voilà, sachez qu'il y a des experts entre guillemets sur les territoires qui sont à même en fonction de la question, donc identification ou plutôt des aspects de gestion, de réglementation, qui pourront vous aider. Sur l'aspect réglementaire et des financements aussi, on a les agences de l'eau, l'Adrial et la région, hein, qui pourront vous aiguiller. Et puis, comme dit la Fredon, sur les aspects à enjeu sur la santé humaine.
Voilà. Et donc pour conclure et pour faire un petit rappel, le plus efficace sur les espèces exotiques envahissantes, c'est la prévention. Donc voilà, on le répète à chaque fois, mais éviter d'introduire, ben ça passe tout simplement par savoir ce qu'on introduit, qu'est-ce qu'on achète. Hein. C'est pas parce qu'on a 94 espèces réglementées en France, donc qui normalement peuvent plus être vendues, qu'il y en a plein d'autres qui sont pas vendues encore. Donc voilà, essayer d'avoir un œil là-dessus, de prioriser le végétal local et puis veiller à se former, à s'informer pour identifier éventuellement une nouvelle espèce exotique envahissante et faire remonter l'information. Voilà, parce on n'est jamais plus efficace que quand on agit dès le départ. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Donc merci pour votre attention. Bien, merci Camille pour ta présentation. On a du coup encore le temps jusqu'à 14h15 ensemble pour répondre aux questions. On a déjà plusieurs qui sont venus dans l'onglet. Je vais un peu les réorganiser, je ne les prendrai pas dans l'ordre. On a une première question par contre qui concerne la fréquence d'actualisation des listes EEE. Oui, alors donc comme je vous l'ai dit, ça a commencé donc en 2020, il y a eu notre première liste flore et seulement en 2023, la première liste faune est apparue. Donc là, je pense qu'on va regrouper tout ça sur un pas de temps de 5 années. On aimerait bien faire ça sur 5 années, c'est ce qui est prévu dans le plan d'action. Donc à savoir qu'en 2025 là donc ça fait 5 ans que notre liste flore est sortie, mais du coup en 2025 il y aura pas de nouvelle liste. Voilà, il faudra attendre 2029 à partir du début en fait de ce plan d'action là. Donc il y aura un délai un peu plus long, mais on espère pouvoir faire une actualisation ensuite tous les 5 ans, qui est déjà comme vous le voyez ben, une longue période où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, c'est un travail qui demande énormément de temps, donc on peut pas se permettre de le faire, de le faire plus souvent. Sachant que en attendant, bien sûr, on garde comme on veille sur les nouvelles espèces, même si elles sont pas listées. Ça arrive tout le temps d'avoir justement des nouvelles espèces qui arrivent et en fait qu'on connaissait pas, mais voilà, du coup on a un peu une liste d'espèces à côté de ces listes pour pouvoir avoir garder un œil dessus. Et à ce titre-là, chaque année, en fait, on va mettre en place une liste d'espèces à surveiller qui rentrent pas dans les listes officielles qui sont effectivement parfois pas plus actualisées, quoi. Voilà. Merci. Pour rester sur cette thématique de données et de listes, j'ai forcément une question sur la constitution de l'Atlas régional. Tu as dit qu'il était en cours. Est-ce que tu saurais nous donner une date prévue de finalisation? Et on me demandait également, est-ce que ça serait avec un but de consultation ou est-ce que les données pourraient être téléchargées pour être réutilisées derrière? Bonne question sur sur le téléchargement. Dans tous les cas, c'est des données qui vont être, enfin, c'est des données où l'entrée sera la commune. Hein, donc c'est à une échelle communale, donc il y aura pas, on ne pourra pas avoir accès aux points précis, sauf sur demande spécifique, bien sûr. Donc voilà. Et du coup, j'ai oublié la première. La première, c'était la date de mise à Ah oui, disposition. oui, alors on espère cette fin d'année. Là, on est vraiment, c'est cette année où qu'on travaille dessus parce que c'est quelque chose qui est quand même très attendu et par nous aussi. Donc voilà, on est vraiment en train d'y travailler. On a déjà rassemblé quelques données. Donc voilà, c'est prévu pour fin d'année. Ok. Je te propose de passer sur des questions liées au plan d'action. On Oui. demandait s'il y avait une priorisation dans ce plan entre les impacts économiques, sanitaires et écologiques. Oui, bah totalement. Alors en fait, ce plan d'action, il est vraiment basé que seulement en fait sur les impacts écologiques.
sur la biodiversité, les écosystèmes. Donc cette animation-là ne prend pas en compte les enjeux sanitaires ou socio-économiques. Donc voilà. Donc en fait, c'est même pas une priorisation, c'est que voilà, notre animation travaille uniquement sur cet aspect-là. Et sur les autres enjeux, alors il y a quelques autres organismes qui travaillent dessus et qui pourront faire le relais. Mais voilà. Et merci. On demandait du coup comment s'organiser le volet sensibilisation, par exemple auprès des jardineries qui peuvent elles-mêmes vendre certaines de ces espèces exotiques envahissantes. Est-ce qu'il y a un volet d'action? Oui, alors ça c'est prévu dans le plan d'action. C'est une tâche qui est pas encore réalisée pour plusieurs raisons. C'est une action qui est prioritaire au plan d'action. Donc voilà, on va travailler dessus bientôt. Mais en fait, on essaye toujours de travailler avec le niveau national, sachant qu'aujourd'hui, d'autres animations sont en train de travailler dessus. On réussit à, euh, à, euh, à, à, à coopérer, enfin en tout cas à avoir des contacts avec des réseaux d'horticulture et donc voilà qui travaillent au niveau national en fait pour mettre en place la communication, des fiches, des outils de sensibilisation auprès des vendeurs mais aussi des acheteurs. Donc ça c'est en cours. Donc la région en Grand Est, on suit toujours ça et donc si on peut mutualiser ces choses-là, on le fait. Donc là je sais qu'il y a quelque chose en cours à ce niveau-là. Donc j'attends de pouvoir le mettre en place via l'animation régionale pour bénéficier un peu de tout ce qui s'est fait aussi à ce niveau-là. Ok. Et si on a un acteur économique ou un habitant sur le territoire, est-ce qu'il est possible en fait de participer à ce plan d'action ou pas? Est-ce qu'il y a des points Oui, d'entrée? totalement. Oui, oui, alors c'est le but, hein. Vraiment, le plan d'action, il est là pour faire vivre tout ce qui se passe, toutes les actions qui sont réalisées sur le territoire. Donc, il faut se l'approprier. C'est vraiment l'objectif. Donc voilà. Surtout, en fait, il y a déjà, il y a pas que l'animation, il y a plein d'actions qui sont réalisées. Et donc ça s'intègre forcément via le plan d'action, mais n'hésitez pas à revenir vers l'animation pour valoriser au mieux justement ces actions-là. Et après, si vous avez, voilà, si vous pensez qu'il est opportun par contre d'aller un peu plus loin et d'intégrer par exemple le comité ou un groupe d'expertise, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on peut en discuter ensemble sans problème. Merci pour la réponse. Je pense que tu y as répondu. J'avais une question qui demande si on a un exemple concret d'une lutte contre une espèce exotique envahissante réussie Oui, sur le territoire. je m'attendais à cette question. Euh, c'est toujours une question qui revient. Alors, on en a des cas d'éradication parce que j'imagine que lutte réussie, ça veut dire éradication, même si souvent les objectifs sont de la limitation, hein, parce que l'éradication est pas faisable. Donc voilà, ça dépend déjà de l'objectif qu'on se fixe. Des cas d'éradication, alors on a des cas en Champagne-Ardenne où on a tout simplement rebouché les plans d'eau et où il y avait de la Jussie, donc qui ont fonctionné. Euh, En Lorraine, on a aussi des cas où on arrive vraiment à la limiter, où on a des résultats que moi j'appelle vraiment positif aussi sur le lysykite jaune là vu qu'il est apparu en région Grand Est. On suit beaucoup ce qui se fait et donc c'est des stations où il y avait 400 pieds et aujourd'hui on en retrouve de 3 seulement et enfin voilà avec les yeux qu'on a, mais bon on travaille avec le conservateur botanique donc voilà. Mais effectivement, oui, on arrive à faire quelque chose. Voilà. Après, faut rester modeste. Effectivement, quand on est sur une espèce compliquée ou dans un réseau
où on a un réseau aquatique ou de cours d'eau, etc. Ben là, on a forcément des enjeux qui sont pas les mêmes et donc des résultats qui sont pas les mêmes. Mais voilà, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. En tout cas, ça existe. C'est pas forcément la majorité, mais, mais ça existe. Et c'est bien, les plans d'action, ils sont vraiment au cas par cas en fonction des espèces, avec la Tout à temporalité fait. qui va avec également, quoi. Oui, oui, Ouais. oui. Faut savoir être patient, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, il faut savoir aussi se donner les bons objectifs dès le départ pour pouvoir avancer positivement, je dirais. Il me restait deux dernières questions. C'était lié plus à des questions liées à des espèces. Oui. Notamment, c'était pour savoir s'il y avait une lutte prévue contre le frelon asiatique en région Grand Est. Alors via notre animation, il n'y a pas de lutte spécifique sur le frelon asiatique. Pour le frelon asiatique, c'est piloté plutôt par les groupements de défense apicole, hein, les GDSA. Donc ça se fait par chaque département, alors après c'est un réseau bénévole, hein, mais chaque département a son groupement et donc est plus ou moins actif sur cette thématique-là. À savoir quand même qu'il y a un plan national d'action sur cette espèce-là qui est sorti récemment, donc qui a été réalisé notamment par GDS France. Et donc, mais bon, ce plan d'action n'a pas d'animation, donc voilà. Donc, il a quand même le mérite d'exister, de donner les grandes lignes à suivre si des collectifs se présentent. Je sais qu'en Grand Est, il y a vraiment beaucoup de choses de faites. De beaucoup de communication aussi sur cette là, mais comme dit, tout dépend du département et du temps alloué parce que c'est du temps bénévole. Néanmoins, la région finance quand même des des pièges. Donc voilà, pour les apiculteurs qui peuvent s'en occuper. Voilà ce que je sais. Mais voilà, effectivement, c'est pas moi spécifiquement qui suit les données sur cette espèce-là. Oui, une déclinaison régionale se ferait en fait en fonction des animations qu'il y aurait sur le territoire, en fait. Oui, oui, et donc plutôt par département. Enfin, il y a il y a un groupement. Enfin, il y a un groupement niveau régional, hein, mais voilà, c'est vraiment en fonction des moyens départementaux que derrière il y a une espèce d'animation qui peut se mettre en place. Je sais que par Ouais. exemple dans le 68, ils sont très organisés, donc il se passe des choses. Il y a un grand suivi. C'est aussi parce que c'est le dernier département de France, si je me trompe pas, qui a été concerné par l'identifié, hein, qui a été où le frelon a été identifié. Donc voilà, on est sur un des cas émergents. Donc effectivement, c'est tout à leur honneur d'essayer d'éviter sa propagation dans ce dernier département concerné. Je te propose de terminer sur une dernière question spécifique qui me demande où est le spot de Jussy sur la Moselle. C'est une donnée sensible. Non, en fait, de toute façon, ça va être, enfin, c'est déjà communiqué via la plateforme. C'est au niveau c'est un peu au-dessus de Toul, en fait, au niveau de la commune de Fontenoy-sur-Moselle, pour être très précise. Donc voilà, c'est sur les rives de la Moselle, donc c'est vraiment sur je dirais pas une annexe, mais c'est un petit bras où l'eau est un peu plus stagnante, où la Jussie a pu se développer. Donc dans ce secteur-là, donc ça s'étend sur quelques centaines de mètres. Donc il y en a pas partout, hein, des gros radeaux comme je vais pu vous montrer sur la photo. Donc voilà, mais dès cet été, avec VNF, donc on va piloter des mesures de gestion pour arracher l'espèce et donc limiter sa propagation. Très bien. Bah, Voilà. merci beaucoup Camille pour ton intervention et aussi toutes les réponses aux questions qui ont été posées.
Je vous Merci remercie à aussi. vous. Merci. Oui, oui. Merci à tous les participants de cette connectée et aussi pour vos questions. Donc c'est la dernière présentation pour aujourd'hui. Je vous propose de se donner rendez-vous pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. On peut se donner rendez-vous demain matin pour une présentation sur les pics en Grand Est, le suivi des populations de pics en Grand Est. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur la plateforme biodiversitégrandest.fr. Voilà, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci encore Camille. Merci à tous. Merci Clara. À bientôt. Au revoir. Au revoir.